On est dans un gouvernement choisi, décidé par Emmanuel Macron pour continuer la politique macroniste. C'est ce que je récuse, c'est ce que je dénonce. Il vous a pas et échappé j'en ai pris acte. Retailleau parfait. Qui est le garde des Sceaux ? C'est un socialiste. Ça veut dire que rien que cette dissonance témoigne qu'on est toujours dans le en même temps. Le macronisme, c'est une forme d'immobilisme, d'impuissance. Je crois qu'ils sont dans une posture qui ne va pas dans le sens de l'intérêt du pays. Voilà, ils ont préféré les uns et les autres à des moments différents, une carrière personnelle. Je crois que cela ne sert pas l'intérêt général. Ils ont trahi leurs valeurs ? Moi, j'ai défendu mes valeurs. C'est à eux d'avoir un rendez-vous avec leur conscience. Vous allez rendre les clés du parti LR, parce que vous avez annoncé hier soir que vous démissionniez de votre poste de président. C'est effectif à partir de quand ? C'est effectif à partir du 1er octobre. D'accord. Donc vous allez rendre les clés, là, ça y est. Je démissionne et puis je tourne une page et j'en écris surtout une autre. Dans notre position, ce que nous souhaitons, c'est peser sur les choses et empêcher des virages que nous ne souhaiterions pas voir prendre par ce gouvernement dans l'intérêt des Français. Peser, ça veut dire qu'on souhaite qu'il y ait des orientations en matière de pouvoir d'achat, d'immigration et de sécurité qui soient prises et qui aillent le plus loin possible. Et puis empêcher, ce serait évidemment, notamment par exemple en matière fiscale, en matière d'impôts, d'aller taper la France qui travaille, les classes populaires ou qui ont travaillé. Si j'entends bien, vous utilisez encore le conditionnel, ce qui veut dire que vous ne censurerez pas a priori ce gouvernement. Vous allez lui laisser un petit peu de temps. Vous allez les regarder courir. Mais vous savez, le conditionnel sera utilisé avec ce gouvernement tout le temps où ce gouvernement agira. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais rien d'acquis avec nous. Il n'y aura jamais rien qui pourrait nous empêcher à un moment de changer notre position si nous jugeons que ce n'est pas l'intérêt des Français. On a dit, on ne censure pas a priori. C'est-à-dire qu'avant d'avoir vu le budget, c'est-à-dire les grandes orientations traduites de façon très concrète dans le budget, nous ne censurons pas pour laisser Michel Barnier installer, proposer, exposer sa politique. L'ISF, c'est un faux débat. Nous, on est pour un impôt sur la fortune financière qui remplace l'impôt sur la fortune immobilière. Mais on est conscient tout à fait que c'est pas cet impôt qui va résorber le déficit abyssal. Il est symbolique, cet impôt ? Il est symbolique. On veut un impôt sur la fortune financière. Nous l'avons dit, nous referons cette proposition. C'est quoi la fortune financière ? C'est l'argent qui dort, en réalité, et non pas l'argent issu ou du patrimoine que des Français ont pu se construire avec leur travail, qui a été taxé par Emmanuel Macron. Donc ça, ce sont des lignes rouges, ce sont des perspectives, et souvent les milieux économiques, ils demandent pas d'ailleurs qu'on taxe les plus modestes, qu'on taxe la France du travail, ils demandent quelque chose de cohérent, et de cohérent dans le temps. Pour le moment, nous avons réussi à éviter le pire. Le pire, c'était un gouvernement qui aurait faussement été issu des urnes selon l'extrême gauche, qui n'aurait pas eu de majorité et qui, le temps que nous le censurions, aurait pu prendre des décisions, ne serait-ce que par décret, très toxiques pour la France. Le deuxième pire, c'est évidemment des personnes qui n'avaient même pas le moindre respect pour les Françaises et les Français, et en particulier ceux qui votent pour le Rassemblement national. C'était le cas, par exemple, de M. Bertrand ou de M. Dupond-Moretti, qui, faut-il le rappeler, faisait des doigts d'honneur à l'Assemblée nationale aux députés, pas du Rassemblement national, pour le coup, des Républicains. Donc, ce genre de personnalité, si vous voulez, qui ne respecte ni les électeurs ni la République, dehors. Donc, c'est toujours ça de prix. Visiblement, on prend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire qu'on ne change pas une équipe qui échoue, parce que la plupart d'entre eux ont échoué depuis 7 ans, et la plupart d'entre eux ont été battus au moment des européennes en juin et lors des législatives. Ça fait quand même beaucoup. Il faut même rappeler d'ailleurs les chiffres, parce que c'est intéressant. Madame Hayé, la liste macroniste... Tiens, monsieur Lecornu est là, monsieur Ballard, ministre des Armées. Ministre des Armées, fait 14%, et les LR qui étaient regroupés, parce que Éric Ciotti n'avait pas encore fait le pas, et le courage de venir nous rejoindre. Donc unis, ils faisaient 7%. Donc c'est ça. La Macronie, là, plus les LR, c'est 20%. Voilà. Il y a 80% des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce gouvernement. Une nouvelle équipe qui affiche une coloration nettement à droite. Vous voilà satisfait ? Ah, pas du tout. Je crois que si vous prenez l'ancien gouvernement et que vous le décalquez, vous obtenez le nouveau gouvernement. Avec beaucoup plus de LR quand même. Attendez, peut-être beaucoup plus de LR, mais pour faire quoi ? Grosso modo, on a à peu près les mêmes équilibres. On a simplement quelques changements de nom. Certains d'ailleurs restent en poste. Et honnêtement, très peu de changements politiques à attendre. Un exemple. On attendait beaucoup sur la sécurité et l'immigration. On nous a promis que M. Retailleau allait être monsieur homme fort du gouvernement. Et à côté de lui, on met qui ? Un homme de gauche, M. Migaud, à la justice. Eh bien, on va recommencer comme avec le duo
Darmanin, Dupond-Moretti, il y en a un qui va dire il faut arrêter les voyous et l'autre qui va dire il faut les libérer. Votre métier, c'est de dire c'est pas bien. Mon métier, c'est de dire les Français ont voulu du changement. Les Français ont dit aux européennes, puis aux 2 tours des législatives, la Macronie, on n'en veut pas, les LR, on leur fait pas confiance. Et au final, ils ont quoi? Un cocktail un peu bizarre avec des macronistes et des LR. Bref, tout ce qu'ils ont rejeté. Mais sur l'orientation politique, Laurent Jacobelli, quand on entend Robert Ménard, il n'est pas du Rassemblement national, mais il a parfois été proche de vos positions. Il dit on pouvait difficilement avoir plus à droite. Olivier Faure, à l'autre bout de l'échiquier politique, le socialiste, le gouvernement le plus à droite de la Ve République. Vous contestez l'idée que ce soit un gouvernement à droite? Qu'est-ce que vous appelez à droite? Vous appelez à droite ces anciens LR qui sont prêts à vendre leurs électeurs pour un poste de ministre. Moi, je considère qu'ils ne sont plus à droite, ils sont macronistes, ils ont été absorbés. C'est une fusion-acquisition de la Macronie sur les anciens LR. Le Premier ministre a bien expliqué qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Ah, vous avez compris ça? Ouais. Vous savez, le Premier ministre, en tout cas, a une capacité d'adaptation extraordinaire. Il s'est mis au macronisme en quelques semaines. Il nous a fait du en même temps. Croyez-moi, les électeurs ont eu la gueule de bois le lendemain de l'annonce du gouvernement. Et donc la question, c'est pas de savoir si vous allez censurer. Vous allez censurer, et la question, c'est de savoir quand est-ce que ça vous piquera. La question est de savoir si on doit avoir dans ce pays une vraie majorité, et on a besoin d'une majorité, et surtout écouter le peuple, parce que ce pays appartient aux Français. C'est à eux de se prononcer. Et quand ils disent qu'ils ne veulent plus d'une politique, il faut les écouter, quoi qu'on en pense, quoi que le président de la République veuille, il est temps qu'il écoute les Français. Or, on a l'impression que quand il lui envoie un message, il se réjouit de faire exactement l'inverse. Et aujourd'hui, il a trouvé comme nouveau masque pour avancer M. Barnier. On verra bien jusqu'où ça va. Je vais vous faire écouter ce que disait Antoine Armand. Alors ce nom n'est pas encore connu. Il ne sera peut-être pas très longtemps, parce que peut-être que ce soir il ne sera plus ministre de l'économie. Je n'en sais rien. Si la logique, si Michel Barnier a un peu d'autorité, il le vire. C'est ça la logique. Maintenant, personne ne fait exactement ça dans le monde politique. Donc, il était ce matin sur France Inter. Paraît-il qu'il est très intelligent, ce monsieur, mais je crois qu'il n'a pas exactement compris la feuille de route de Michel Barnier. Écoutons-le. Ma porte, elle restera toujours ouverte. Avec le Parti socialiste, avec les écologistes, avec les communistes, avec les insoumis. Mais si un député a été élu par les électeurs, et si on ne respecte pas la fonction, on n'a pas compris ce que c'est que la démocratie. Donc je crois que il faut pas commencer par dire avec qui on va jamais travailler, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain. Il faut commencer par se poser les questions de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôpital. Pour peu qu'il soit dans l'arc républicain, pardonnez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Il faut être très clair dessus, même si on respecte... Pour vous, le Rassemblement national n'appartient pas à l'arc républicain, les insoumis. Mais même si certains insoumis ont malheureusement dépassé les bornes de la République très souvent. Bon, d'abord, il n'est pas très bon, pas très malin, ce nouveau ministre de l'économie, pas très politique, disons-le, parce qu'effectivement, il met le feu. Et en tout cas, j'imagine, il met le feu au Rassemblement national. Oui, je pense qu'Antoine Armand, c'est un kamikaze. Et à mon avis, monsieur le maire lui a offert un bâton de pèlerin, puisque c'est un Haut-Savoyard, si j'ai bien compris. Mais il va bientôt retourner dans les montagnes, faire, à mon avis, des randonnées, parce que là, j'ai l'impression qu'il met gravement en danger la survie de son gouvernement. Et en même temps, il insulte 11 millions d'électeurs. On n'est pas des pouilleux. Et donc, j'estime que monsieur Armand fait déjà là une faute de lèse-majesté vis-à-vis de notre parti. Donc, et en plus, il explique que les insoumis, en fait, ne sont pas républicains, pour finalement dire qu'ils ont fait un front anti-républicain avec eux. Donc, honnêtement, je pense que c'est un kamikaze et qu'il n'a pas envie de rester longtemps à Bercy et qu'il va faire des randonnées plutôt que faire les comptes de la France, je pense. Je souhaiterais que la philosophie exprimée par le Premier ministre soit partagée par l'ensemble de ses ministres. Parce que quand j'entends M. Armand ce matin qui explique que sa porte sera toujours fermée aux députés du Rassemblement national alors que nous avons juste le budget qui arrive, je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. La police suisse qui a donc interpellé le meurtrier présumé de Philippine, cette étudiante de 19 ans dont le cadavre a été retrouvé dans le bois de Boulogne samedi. Je vous rappelle les informations d'Europe 1 dont on dispose, Laurent Jacobelli. C'était un Marocain de 22 ans. Il était visé par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français depuis le 18 juin dernier. Il était entré en France en 2019 via l'Espagne avec un passeport marocain. Il est connu
des services de la justice puisqu'il avait été condamné à 7 ans de prison par la cour d'assises des mineurs. Il avait violé une jeune femme à Taverny dans le Val d'Oise après l'avoir suivie dans un bois peu après son arrivée sur le territoire français. Malgré un placement en centre de rétention administrative, il n'a pas pu être expulsé puis a été relâché avant d'être visé par cette fameuse OQTF. Il fait l'objet d'une inscription au fichier des délinquants sexuels. Selon les informations d'Europe 1, outre la brigade criminelle de Paris, d'autres services ont concouru à identifier ce suspect grâce à un recoupement de la téléphonie, de la vidéosurveillance et des fichiers de police. Selon les premiers éléments de l'enquête, Philippine, quant à elle, aurait été tuée vendredi après-midi dans le bois de Boulogne. Sa carte bleue a été utilisée après le meurtre à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Le suspect serait revenu le lendemain sur les lieux du crime pour l'enterrer. Votre première réaction, Laurent Jacobelli? C'est terrible, et si la France fonctionnait convenablement, si les étrangers qui violent, qui tuent, qui pillent, qui agressent étaient expulsés du territoire national, si les obligations de quitter le territoire français étaient respectées et n'avaient pas atteint leur plus bas niveau avec 7% sous le gouvernement précédent avec M. Darmanin, eh bien Philippine serait vivante. Tout simplement, il faut maintenant prendre conscience que, en défendant en permanence la situation des étrangers en France, en refusant de les expulser, avec ce laxisme de la justice qui existe, contrairement à ce que dit Monsieur Migaud. Il a dit cet après-midi à la prison de la Santé. Absolument. Eh bien, il y aurait en France aujourd'hui une jeune fille vivante. Il y a aujourd'hui 700 000 personnes qui ne devraient pas être sur le territoire français. Parmi eux, des gens qui ont été condamnés, des multirécidivistes, des gens qui ont fait de la prison ou qui parfois n'en ont pas fait et qui auraient dû en faire. Eh bien, quand on entend ça, on comprend. On comprend que la proposition de loi que nous allons faire pour que les délinquants et les criminels étrangers soient expulsés du territoire national est urgente. Il faut l'appliquer de manière urgente, comme le font beaucoup de pays dans le monde, et arrêter avec ce laxisme qui aujourd'hui tue. Si on avait des frontières dignes de ce nom, c'est-à-dire qui protègent les Français, ces drames n'arriveraient pas. On avait rigolé, on s'était moqué de Jordan Bardella quand il parlait pendant la campagne des européennes ou des législatives de rétablir la double frontière, ce qu'a fait l'Allemagne d'ailleurs et d'autres pays de l'Union européenne. Donc voilà, c'est le point de départ. Ce Marocain qui est rentré à 17 ans, ce sont les fameux MNA, vous savez, les mineurs. Il est rentré avec un visa de touriste. Voilà, et puis après il est resté. Et puis il n'a pas été expulsé, il a donc commis un viol et ses crimes. Et ce que disait cette jeune étudiante, elle résume tout. Oui, condamnée à 7 ans seulement, parce que excuse de minorité. Voilà, nous on est pour ramener la majorité pénale à 16 ans. Il y a un premier viol en 2019, il est condamné en 2021 à 7 ans de prison, alors que puisqu'il était mineur, et on n'a pas la confirmation pour l'instant, mais vraisemblablement l'excuse de minorité a été évoquée pour lui, vu qu'il avait 17 ans au moment des faits. Ça veut dire que les peines sont moindres qu'un majeur. Il risquait 7 ans et demi, il a été condamné à 7 ans. Voilà, et nous on est pour l'excuse de minorité, la ramener à 16 ans, donc avoir une peine équivalente à un adulte. Après, donc il y a cet aspect judiciaire, il est mis dans un centre de rétention administrative, un CRA. Alors en France, il faut savoir qu'on peut rester maximum 90 jours. 3 mois. Il y a des pays au monde où on peut rester à vie dans un CRA, et des pays démocratiques, le Japon par exemple, Royaume-Uni, je crois que c'est 1 an. Donc il n'aurait jamais dû sortir de ce CRA parce que là le Maroc a quand même donné un laissez-passer consulaire avant d'être expulsé. Nous on est pour ce qu'on appelle la double peine qui a été supprimée, qui existait, c'est-à-dire pour un étranger, évidemment, après la prison, c'est l'avion. C'est-à-dire, il est expulsé. Alors là, on va nous dire, laissez-passer consulaire. Mais enfin, si on est condamné à 7 ans pour reprendre... on a le temps d'anticiper quand même. Je vais vous dire autre chose. Les magistrats qui se sont succédés sur ce plateau nous disent, on peut déjà le faire. Bien sûr. Une libération-expulsion, ça existe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça existe dans la loi. D'accord, mais c'est pas appliqué automatiquement. Voilà. En termes d'agenda médiatique, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé hier. C'est la déclaration de Didier Migaud qui dit que non, la justice en France n'est pas laxiste. Et vous allez voir ce que ça donne comme réaction du côté du RN quasiment instantanément. Regardez. Le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Et maintenant, on écoute Laure Lavalette du côté du Rassemblement national sur LCI hier soir. On a aujourd'hui une jeune fille philippine dont on a retrouvé le cadavre, qui a été vraisemblablement assassinée par quelqu'un qui avait une OQTF et dont la peine a été raccourcie. Oui, la justice est laxiste. Comment est-ce que le garde des Sceaux peut regarder les parents de Philippine dans les yeux aujourd'hui et leur dire le contraire? Selon nos informations à Europe 1, le juge des libertés et de la détention
n'aurait pas eu le choix que de libérer cet individu marocain sous le coup d'une OQTF, tout en reconnaissant, Jean-Philippe Tanguy, un véritable risque important de réitération des faits. Comment vous réagissez à une situation aussi paradoxale ? Mais le scandale, depuis maintenant trop longtemps, c'est qu'en fait toutes les règles, toutes les normes sur ces décisions visent à transférer l'insécurité sur les Français, le risque sur les Français. Les règles ne protègent pas avant tout nos concitoyens. C'est toujours le droit ou les droits des criminels ou des personnes suspectées ou des délinquants. Et les juges et ceux qui créent ces règles, qui créent ces normes, dans le dos des Français d'ailleurs, puisque les révélations que vous faites vont scandaliser 95% de nos compatriotes et de la classe politique, sont faites dans leur dos. Il y a combien de clandestins en France ? On ne sait pas par définition. 700, 800 000, 900 000. Et vous avez des fous furieux, des desperados dans le lot. Donc ces gens-là n'ont rien à faire sur le territoire national. C'est quoi la solution magique pour appliquer l'obligation de quitter le territoire français ? On le rappelait tout à l'heure avec Alba Ventura, allez, moins de 10% d'exécution. Absolument. Tout le monde le déplore. Gérald Darmanin avait dit on fera mieux. Bruno Retailleau nous dit je vais m'y attacher. Mais comment ? Mais alors, moins vous aurez d'étrangers en France, moins vous aurez à prononcer d'OQTF. 2, quand il y a une OQTF de prononcer, eh bien on sait que c'est pas facile. Il y a des pays, du Maghreb notamment, ou de l'Afrique subsaharienne, qui ne les délivrent pas. Pour l'Algérie, mais c'est infini-décimal. Ils ne reprennent pas leurs ressortissants. Eh bien, on va au bras de fer. C'est-à-dire que c'est 0 visa. Mais 0. Et puis leurs dirigeants, ils ne viennent pas se faire soigner en France gratos aux frais de la princesse et de la sécurité sociale. Bon, les dirigeants algériens, on le sait très bien, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas un secret. Donc 0 visa, voilà. Après les transferts d'argent public, 800 millions par exemple versés par la France à l'Algérie au titre du développement économique, c'est fini. Les flux financiers privés, Western Union, etc., on bloque, donc on a la possibilité. Et on va à Bruxelles demander à Bruxelles de faire la même chose, on arrête le flux financier. Vous faites confiance à Bruno Retailleau pour mener à bien ce chantier ? Mais il y a les paroles et les actes, comme on dit. Alors effectivement, moi j'ai vu les réactions de Bruno Retailleau sur Twitter, ses déclarations. Il dit qu'il faut changer les règles, on les change. Maintenant, les actes. Vous êtes président et fondateur du groupe Union des droites pour la République à l'Assemblée nationale, député des Alpes-Maritimes. Vous avez récemment démissionné de la présidence des Républicains. Vous réalisez que vous pourriez être ministre là quand même ? Pour faire quoi ? Est-ce que l'objectif, c'est d'être ministre pour flatter un ego ou d'être ministre pour redresser le pays ? Est-ce qu'objectivement, ceux qui sont dans ce gouvernement qui, en quelques jours, a démontré quand même ses contradictions, et ces contradictions, elles sont structurelles, c'est un gouvernement macroniste avec un peu de LR, pour faire quoi ? La réalité, c'est est-ce qu'on peut demain rétablir avec ce gouvernement l'ordre dans la rue, l'ordre dans les comptes, je crois pas. Donc je n'ai aucun regret pour répondre à votre question. Je comprends bien que vous vous consoliez, mais enfin, j'imagine quand même qu'à un moment... Ce n'est pas une consolation. Je ne donne aucun avenir à ce gouvernement, qui est un gouvernement qui, dès le départ, est parti sur de mauvaises bases.